En commençant cette toute première chronique, on déroge à la règle de parler des sorties de cette semaine cinématographique. Tout d'abord, on voudrait revenir sur un film sorti la semaine d'avant, The Wild One, de Tessa Louise Salomé, parce que ce documentaire est remarquable, tant au niveau de son contenu que de sa mise en scène. Ce film permet de découvrir la vie de Jack Garfein, et donc de revenir sur son passé lié à l'exil et à la Shoah pendant son enfance. On pense avoir été abreuvé d'informations en ce qui concerne l'Urban, et on se rend compte en fait que l'on n'en sait jamais assez. Puis son parcours professionnel, de son ascension de Broadway avec des réussites au théâtre, révélant de futures stars, à son installation à Hollywood et les divers échecs qu'il y rencontrera, jusqu'à la reconnaissance de ses mérites dans l'accompagnement et l'émergence de nouveaux talents. 3 raisons d'aller voir le film en salle. Premièrement, l'écriture prenant le parti de 2 arcs narratifs mettant en lumière les vulnérabilités et fragilités de Jack Garfein au travers de ses traumatismes vécus lors de l'Holocauste et de ceux suite à sa débâcle hollywoodienne. Il nous est alors proposé un entrelac entre ces 2 lignes de vie avec un montage alternant les plans de l'enfance avec ceux à l'âge adulte. Cela en fait un portrait émouvant avec un personnage complexe et attachant qui put évoquer les hauts et les bas de son itinéraire jusqu'aux derniers instants de sa vie. Deuxièmement, la mise en scène donne encore visuellement à cette vie par un procédé surprenant de toiles sur lesquelles sont projetées des séquences rétrospectives en alternance avec des souvenirs du vivant de Garfein, au Marlene Dietrich Halle, au cœur du studio Babelsberg à Potsdam, et la voix de Willem Dafoe en narrateur, suppléant ainsi aux interstices du récit de la vie de Garfein par les recherches de la réalisatrice et les confidences qu'il lui avait faites. Et le rendu fonctionne très bien. Troisièmement, l'accent sur une personnalité méconnue pour beaucoup. Il y a de nombreux documentaires sur des artistes et des artisans célèbres de l'industrie cinématographique, et ce coup de projecteur sur l'une des chevilles ouvrières de la renommée de l'Actors Studio en fait un très bel hommage et un document précieux. On vous met en lien les séances où le voir et les informations complémentaires en légende de la vidéo. Shinya Tsukamoto, dont 4 films en version restaurée ressortent cette semaine, Tetsuo 2 Body Hammer, Tokyo Fist, Bullet Ballet, est un réalisateur culte pour notre génération de quarantenaires. C'est grâce à des festivals et des magazines de cinéma de genre qu'on a pu le découvrir, ce qui a incité à notre immersion dans la contre-culture nippone de la fin des années 80. À l'époque de ses premières projections françaises, aux côtés de ses concitoyens Takeshi Miike et Sion Sono, on avait ainsi accès à leur cinéma subversif et transgressif sur grand écran, et qu'il est plaisant dorénavant de faire découvrir à de nouvelles générations au cinéma. Pour les avoir revus 2 par 2, on ne peut que vous conseiller de vous faire des double bills, si les horaires vous le permettent, car il est très intéressant de les visionner ensemble. Il y a à chaque fois un film en noir et blanc et un film en couleur. Le travail sur les matières et textures que l'étalonnage nuance ou contraste en est saisissant et spectaculaire sur une belle toile. 3 raisons d'aller les voir en salle. Tsukamoto est autant réalisateur qu'acteur, donc cela permet de voir par là l'éventail de ses talents, devant et derrière la caméra, pour être le spectateur de ses obsessions narratives et visuelles. Deuxièmement, un cinéma incroyable visuellement, que la version restaurée magnifie, malgré le système D des décors et accessoires, l'économie réduite des moyens. Le montage frénétique ainsi que la mise en scène compensent et invitent à de véritables expériences haptiques et sensorielles. Le public est embarqué dans chaque descente aux enfers, complètement dingue, il est secoué, malmené et en même temps excité et électrisé. On ne peut rester indifférent. Un cinéma sulfureux en son temps, qui se permettait un espace de liberté créative quand on était indépendant et qu'on ne pourrait plus se permettre à présent. On constate que Tsukamoto s'est assagi et que ses dernières mises en scène sont plus classiques, et donc revoir ses œuvres de jeunesse réinjecte ce petit goût d'interdit, de représentation grotesque et outrancière de nos pulsions, nos violences, nos névroses, et comment la ville, la famille et la société moderne nous aliènent avec des représentations des plus déjantées. Un teen movie modeste, qui nous vient d'Amérique du Sud, plus précisément d'Argentine, et qui est un coming of age frais, voire même un feel-good movie. On suit un groupe d'amis avec 2 protagonistes en particulier et l'évolution de leur relation
et leur dynamique au sein de ce groupe. On a le plaisir de suivre le cheminement intérieur de ces deux adolescents, leur complicité et leur friction. 3 raisons d'aller voir le film en salle. Premièrement, une mise en scène qui gage sur le film musical, usant ainsi du subterfuge d'intermède avec des paroles des chansons pour l'expression des sentiments et la composition des musiques reflétant les états d'âme adolescents. La chanson thème, qu'on retrouve traditionnellement comme plan final, a le bon goût de ne pas être la dernière séquence du film. Deuxièmement, un récit d'apprentissage et d'initiation alternatif aux fictions éculées sur la découverte de l'altérité et de soi, offrant une autre représentation des problèmes rencontrés face au désir et surtout de leur résolution. Troisièmement, une dynamique positive comme parti pris face à son orientation sexuelle, au lieu de choisir la destruction et l'autodestruction dans la dramaturgie. Le fait que le film donne de la place à la parole, puis à l'écoute, à l'empathie et à la compréhension, c'est une belle manière de donner une perspective optimiste à des crises et conflits dans l'acceptation de soi et de l'autre, en société ou dans l'intime.